La première participante, c'est Martine Mille, que je vous présente rapidement. Elle est doctorante au SAPRAT, Savoir et pratique du Moyen-Âge au XIXe siècle, à l'École des hautes études en sciences sociales et Paris Sciences et Lettres PSL. Et elle anime le groupe de recherche Gestes techniques, mémoire des métiers vivants. Et elle est de plus présidente de la Société des Amis des anciens élèves du CDHTE, que beaucoup d'entre nous connaissent. Elle est en thèse, elle a une thèse en cours sous la direction de Jean-François Bellost autour d'Alexandre Brognard, une nouvelle lecture du savant notable au XIXe siècle. Et je lui passe la parole pour une communication donc d'un quart d'heure. Je suis désolée, hein, mais c'est la règle qu'on s'est imposée. Sur Alexandre Brognard, éternel collectionneur et inventeur du musée céramique et vitrique de Sèvres. Voilà, Martine, à toi la parole. Voilà, bah donc je remercie déjà le CTHS d'organiser, même en Zoom, et encore enfin en Zoom, cette rencontre du 145e congrès du CTHS sur le thème connecté, collectionné, conservé. Voilà. Donc, je vais passer à mon sujet. Donc, Alexandre Brognard, 1770-1847, éternel collectionneur et inventeur du musée céramique et vitrique de Sèvres. Né en 1770, c'est au-dessus d'une boutique de lingère rue Greneta qu'Alexandre Brognard entre modestement dans ce monde. Il est le fils de l'architecte Alexandre Théodore Brognard, dont ses travaux ont essaimé nombre de disciplines comme la science naturelle, la minéralogie, l'entomologie, la géologie, la zoologie stratigraphique, la paléontologie, avec ses travaux avec Georges Cuvier. Il est nommé en 1800 à la tête de la manufacture de porcelaine de Sèvres. Il mène également une carrière académique, professeur par exemple de minéralogie au Muséum d'histoire naturelle et à l'École centrale des arts et manufactures, entre autres. Il sera jury des expositions de produits de l'industrie et se consacre également à la fondation d'un musée dédié aux arts du feu et adossé à la manufacture de porcelaine. Il décède en 1847 après un long règne à la tête de la manufacture d'État. Il est issu d'une famille d'apothicaires parisiens. Il a au départ une formation de médecin. Et porté par le goût de l'histoire naturelle, il choisit les mines et fait également une longue carrière d'ingénieur en chef honoraire et se décide finalement pour la science. Donc voilà brièvement tracé à grands traits l'itinéraire d'Alexandre Brognard. Je souhaite ici aborder plus particulièrement sa pratique de la collection qu'il a menée au sein de ses diverses missions. Nous verrons donc que cette diverse implication de la collection définie par Christophe Pomian trouve à s'appliquer dans le cas de Brognard. En effet, tour à tour, ce sont les accumulations de spécimens en amateur, puis la collecte raisonnée en qualité de savant qui prend la suite. Enfin, la collection réunie dans la sphère privée, débordant la sociabilité pour s'épanouir en un tout patrimonial à visée universaliste qui apparaissent peu à peu. Ainsi, le savant se découvre acteur, agent, inventeur de collection tout au long de sa vie. Nous verrons quels processus sont ainsi à l'œuvre et comment le bien commun se trouve également convoqué. À sa disparition, c'est le monde savant qui lui rend hommage par Chevreul, à l'homme qui consacra sa vie à l'avancement des sciences, mu pour le désintéressement et le dévouement à la science. Donc voilà, donc vous avez le portrait d'Alexandre Brognard. Voilà. Donc, nous allons aborder 3 thèmes. Donc, collecter, selon les thèmes du congrès, le parcours d'Alexandre Brognard, du naturaliste en l'herbe à l'ingénieur des mines. Secondement, collectionner, l'égo-musée d'Alexandre Brognard, sociabilité savante et sphère privée entre minéralogie et industrie. Enfin, conserver, Alexandre Brognard, inventeur du musée céramique de Sèvres à portée universelle. Premièrement, donc, collecter le parcours d'Alexandre Brognard, du naturaliste en herbe à l'ingénieur des mines. Le thème de la collecte est donc au cœur de notre sujet. N'est-on collectionneur ou le devient-on? On constate un précoce engouement naturaliste d'un si bel enfant. Donc, ce si bel enfant est portraituré par Madame Vigier-Lebrun.
En effet, il évolue dans un milieu artistique et donc c'est Madame Vigée-Leblanc qui le portraiturise et on découvre ainsi une vivacité, un émerveillement dans les yeux de cet enfant et un émerveillement devant le règne animal, végétal, minéral qui de par ailleurs ne devait plus le quitter. Ainsi, comment pourrait-on dire, une carrière de collecteur. Une chambre en veille de ces naturaliers artefacts dignes d'un cabinet de curiosités en miniature qui fait le désespoir de sa mère. Plus tard, il entrera très jeune à la Société d'histoire naturelle, puis sera l'un des fondateurs de la Société philomatique. Nous voyons ici une pratique en amateur portée par le goût de la nature. Les égo-documents forment un ensemble de journaux de voyage sédentaires conservés au Muséum d'histoire nationale d'histoire naturelle et nous renseignent sur les méthodes de collecte avec les joies et les déceptions. De fait, par exemple, les courses autour de Paris, où l'on herborise de Meudon à Ville-d'Avray, sont autant de promesses d'insectes, de plantes, de roches, qui sont autant de spécimens qui permettront d'enrichir son traité d'entomologie. Donc, comment collecter? Alors, donc, on collecte à pied, en crapahutant sur les parois, armé d'un pic et d'un piolet. Les journaux de voyage montrent le courage du téméraire apprenti, affrontant très tôt les gouffres des mines, par exemple en Angleterre, où il rencontrera très jeune Banks. Une image somme toute idéalisée qui ressort de ces journaux transmis à la famille. Toutes les expériences sont bonnes à prendre. Les journaux portent trace des descriptions des merveilles de la nature, comme par exemple le Sirte de Gavarnie, découvert au détour d'une course, mal préparé que frigorifié. Il se promet de visiter en un meilleur équipement. Il rend compte également de la pratique du savant. Ensuite, quand vous avez récolté, il vous convient de ranger, cataloguer, étiqueter, protéger dans des casiers ad hoc pour les rapporter au camp ou dans les bureaux. Donc là, vous avez son passeport de l'intérieur et vous avez également son petit carnet de dépenses. Et j'ai pris pour exemple des cages où on pouvait récolter des insectes et des plantes pour les ramener de l'exposition La Pérouse. Donc en fait, il convient donc de ranger ou ramener dans les bureaux. N'oublions pas plus tard, et là on regrette bien de ne pas avoir une gravure de cette berline, il circulait en berline au contre-porche, bouvelé de minéraux et de pierres et de piolets, aménagé pour les courses minéralogie, impossible à rouler à cause des cailloux anguleux, mais devenu de fait un outil par destination du savant. C'est toute une méthode raisonnée, voire routinière qui prend place, avec la promesse de matériaux propres à aborder les disciplines et à construire un travail scientifique conséquent par la rigueur et la vérification selon l'esprit de Lavoisier. Brognard, au retour de l'armée des Pyrénées, où il est élève infirmier après des études de médecine, est porté par le comité de salut public, grâce à son oncle Fourcroy, sur la liste des élèves des ingénieurs des mines. De fait, ces méthodes ne devaient l'accompagner tout au long de sa carrière dans ses nombreux voyages minéralogiques et céramiques, comme on peut le voir sur la carte SIG qui était dressée à partir des journaux de voyage. Donc, il a essaimé dans toute l'Europe. Mais voyager à pied par tous les temps sur tous les sites a permis à Brognard d'acquérir une bonne connaissance des couches et des roches, des amas au point de formaliser, après la carte géognostique du bassin parisien, la coupe théorique des divers terrains et roches minéraux qui entrent dans la composition du sol de bassin de Paris en 1832, autant de récoltes signifiées dans les journaux. Autre apport de cette méthode, le traité élémentaire de minéralogie et ses applications aux arts en 1807, ou on peut citer le traité des arts céramiques et des poteries en 1844. Deuxième point, donc nous abordons maintenant la collectionnite, pourrait-on dire même, celle d'un égo-musée de Brognard chez lui, rue Saint-Dominique, entre sociabilité savante et sphère privée, entre minéralogie et industrie. Il convient de préciser que la collection avec emprise artistique constitue pour les élites un capital culturel, ainsi que Richard Flamin l'a récemment précisé. En effet, le jeune Brognard a pu bénéficier de ce soutien, évoluant au milieu de la collection de peintres majeurs réunis par son père, mais dispersés du fait des déboires financiers à la Révolution. Selon Pomian, la collection constitue un fait universel qui s'impose à tous. Pour Brognard, il sera ainsi essayé de se projeter collectionneur. C'est ainsi, dans la sphère privée de l'hôtel particulier parisien plus tard où il réside au 71 de Saint-Dominique, que nous pouvons voir se constituer une sorte d'égo-musée précisé par Muxel en 1996, mais égo-musée à vocation d'abord d'études, de travail scientifique avec une collection réunie et densifiée. Ce faisant,
C'est un musée intérieur, précisé par Corbin en 1999, qui peu à peu s'est approprié les espaces de vie des époux Brognard. En 1800, voit l'union de Cécile Coquebert de Montbray avec Alexandre. Cette jeune dame, adepte de la science mondaine, épouse ainsi un des insiders de la science sévère, déjà précisé par Jean-Luc Chappet en 2004. Deux mondes épris de science semblent donc se rencontrer. L'entourage de Cécile Coquebert permet la rencontre. En effet, l'endogamie élitaire parisienne, mêlant architecture et histoire naturelle, préfigure cette union. Brognard donc, est le fils de l'architecte Alexandre Théodore, et Azon est lui le père de la mère de Cécile, Nicole Charlotte, qui épouse le diplomate et géographe Charles-Étienne Coquebert de Montbray, au parcours déjà bien précisé et étudié par Isabelle Laboulet. Cécile se présente comme ainsi, finalement, après une étude, comme une collaboratrice scientifique de son époux, par des traductions d'ouvrages en allemand. Elle s'occupe aussi de la gestion de l'ordonnancement des travaux, veillant ainsi directement à la construction de l'œuvre-travail de son époux, ainsi que précisé par Anne Paulino en 2012. Mais c'est également par la diplomatie des espaces que se précise l'approche de la sociabilité du couple, que la collection tient une place significative. En effet, se constitue tout autour un pôle de recherche, de travail, de laboratoire, de réflexion menée autour de la collection de roches et des artefacts, avec un cabinet, une bibliothèque dont vous voyez le catalogue alors qu'elle sera dispersée en 1858, un laboratoire où seront reçus les savants de province ou étrangers, les fabricants que Brognard recevra en maître de cérémonie. L'âge venant, le savant notable a gagné en bonhomie, accueille dans les espaces de travail ainsi dévolus à la sociabilité, aux échanges, à la controverse, signe d'une notabilité nouvelle qui a émergé au XIXe siècle. Une société fluide qui se coud dans la sous-section des espaces privés et publics du couple Brognard et permet la rencontre des savants. Il y a cependant un accent réservé à la collection, l'entre-soi et la cooptation de Bonalois-Régnant, un salon scientifique et mondain qui se constitue tel que l'a précisé Antoine Lilti en 2005. Le cabinet d'histoire naturelle n'a rien d'ostentatoire, une grande pièce avec des collections de minéraux, d'animaux, de fossiles, réunis en 4 grands casiers de bois peint. 250 pièces d'histoire naturelle, minéraux, poissons, fossiles, insectes et reptiles, avec 2 grandes tables, des casiers de tri de stockage. L'œil naturaliste mêlant dans des vitrines le laid, le beau, le gros, le minuscule et plus particulièrement sans se soucier d'esthétique. Des petites pièces de réduit de stockage entassent caisses de spécimens, roches et autres artefacts en attente de classification. Car il s'agit bien d'ordonner le vivant, la chronologie, l'histoire vécue à l'aune de la géologie, en cohérence avec la paléontologie posée ensemble avec Cuvier. La bibliothèque scientifique se développe sur 3 niveaux, véritable axe vertical des espaces de circulation, point d'orgue de la visite dans ce cabinet d'histoire naturelle, le buste posé ou exposé de Georges Cuvier, un de ces objets totems en lien avec la volonté de leur possesseur et de permettre de composer comme une biographie d'objets déjà précisée par Bonneau en 2002. L'histoire matérielle porte trace de la collection et du fort attachement symbolique de ces espaces dans la construction de la sociabilité et de la science. Aucune autre trace matérielle, les roches conservées de nos jours dans les collections du musée de minéralogie d'École des Mines, retrouvées dans les registres d'entrée qui ont permis de valider la provenance de dons de Brognard. Viennent-elles des collections de la rue Saint-Dominique? Elle a été certes dispersée, pour partie au musée de minéralogie, pour partie au muséum d'histoire naturelle. Une mention d'une probable exposition est faite avec une commande d'armoire. Aura-t-elle lieu? On ne le sait. La trace des étiquettes d'origine sont infimes, mais ressortent de ces efforts de catalogage des roches des départements de France. Ces accumulations d'artefacts auront permis au binôme Cuvier-Brognard de livrer ainsi la première carte colorée du bassin de Paris en 1818. Enfin, nous aborderons dans un troisième temps conserver Alexandre Brognard, inventeur du musée céramique et vitrique à portée universelle de Sèvres. Nous prendrons ce qualificatif d'inventeur sous l'angle de découvreur, comme on découvre un trésor en se faisant la vente. Car c'est dans le domaine public que Brognard va également s'illustrer, inventeur de musée, de la collecte de la collection à visée anthropologique livrée aux générations en 1824. Il s'agit bien d'un musée-laboratoire dont il propose la description méthodique avec Désiré Riocreux, premier conservateur,
car il est adossé à la manufacture dont les productions de prestige ont fait et feront encore longtemps la gloire du pays. En préalable à la constitution de la collection, au musée, il convient de préciser que les collections de prestige étaient déjà présentées sous l'Ancien Régime, selon une tradition d'exposer les objets de la manufacture, et ce jusqu'à la Révolution. Brongniart ressuscite cet usage en 1814 et jusqu'à sa cessation d'activité en 1846, montrant les grandes pièces, comme ici. Donc là, vous avez la manufacture. Donc le jour de la visite, 18, peinte sur l'art de la porcelaine en 1816. Voilà. Donc, il convient de comprendre comment sont constituées les collections du musée. Leurs origines sont variées. Donc, les productions contemporaines de Sèvres, donc vous avez quelques exemples, en particulier le service des arts industriels, de la manufacture, qui porte exemple de la production de Sèvres, mais également les expositions de produits de l'industrie, comme par exemple une Schneider qui est primée. Les productions constituent également des inventions notables, comme les hydrocérames, pour leurs avancées technologiques. Leur mission perdure encore de nos jours, puisque c'est une des missions de la Cité de la céramique de Sèvres et Limoges. Les dons et les collectes de production, par exemple, c'est issu des missions exploratives comme celle d'Artide Dormini. Les tessons, les pièces et les tests, donc voilà, que vous avez ici pour innover. Donc, elles sont conservées parce qu'en fait, elles portent trace des essais qui sont passés à la manufacture de Sèvres et aussi dans les laboratoires de l'Agence des mines. Et enfin, donc je vais revenir en arrière. Donc, vous avez également l'enquête des préfets à vocation sanitaire dans le but d'isoler le plomb des couvertes des céramiques communes. Il s'agit là d'une mission de service public qui s'adresse aux fabricants du pays pour leur demander d'envoyer leurs terres et leurs échantillons afin de résoudre ce problème. Il s'agit là donc d'une enquête, mais qui a des résultats variés selon les régions et selon les fabricants. C'est surtout mu par une visée universaliste, voire anthropologique, que Brongniart milite donc pour l'ouverture d'un musée. Les productions, certes, ornent les plus beaux intérieurs. Il s'agit également de donner à voir l'excellence de la technique et le savoir-faire des articles de la manufacture, cela dans un contexte de concurrence avec l'Angleterre. Enfin, pour conclure, voilà, donc la dernière vase de Sèvres, voilà. En guise de conclusion, par l'entremise de Brongniart, éternel collectionneur, nous avons pu aborder, grâce à son parcours, la collecte des artefacts et autres naturalia d'histoire naturelle et de pièces minéralogiques, et évaluer l'apport d'une collection privée au travail savant, partie prenante de la sociabilité déployée par les époux Brongniart. Enfin, la valeur patrimoniale de la collection ne se dément pas, avec l'invention du Musée national de céramique dévolu au bien commun. La collection est à l'interface de la sphère privée et du domaine public au gré des missions et des occupations. Elle a en ce sens une valeur épistémologique. Il demeure également donc un collectionneur devant l'éternel par son goût toujours vivant pour la nature, pour ses notes personnelles que nous retrouvons ici, donc, qui révèle son ultime volonté. Donc je vous le livre. Inscription à mettre sur un rocher, carrière ou os fossile, de l'illusion d'un monde impossible témoin, je reste muet et passe pour un indifférent, mais pour m'étudier, qui en prendra le soin, mon langage est clair et mon geste est éloquent. On ne sait si cette inscription a été apposée, pourquoi pas dans le jardin du chalet du Vert-Buisson, proche du château de Cantier qui lui était cher. Il repose depuis, avec Cécile, au carré Brongniart du Père-Lachaise. Je vous remercie de votre attention. Bravo Martine pour cette présentation très complète et qui rentre bien dans le sujet du colloque. Oui, j'ai carrément pioché les thèmes du colloque. Tu as à peu près tenu le temps qui t'était imparti. Est-ce qu'il y a une question dans la salle qui pourrait, en 5 minutes, pas plus? Qui voudrait prendre la parole? Qui prend la parole? Merci. Visiblement, pas de… Moi, je voulais juste dire, j'ai beaucoup apprécié ta description des pratiques de collecte. Ça, c'était à la fois très vivant et très matériel, avec cette voiture qui lui sert de réceptacle temporaire. Mm-hmm. Et que ce qui est intéressant,
c'est que même Madame Brognard n'osait plus monter dans la voiture. Oui, bah, ça, certainement, c'est sûr. Mais ça, c'est des détails très matériels et très pratiques sur lesquels on ne se penche jamais. Et c'est aussi comme ça qu'on comprend l'histoire par le terre à terre, le matériel, le pauvre Brognard qui va à Gaverny, qui revient complètement gelé. Tous ces détails très prosaïques, en même temps, nous renseignent beaucoup sur ces pratiques-là, justement. Hein, on fait de l'histoire des techniques, c'est l'histoire des techniques, c'est aussi du matériel, de la boue, des rochers qui vous déchirent les genoux. Et ça, c'est vraiment très, très intéressant, j'ai trouvé. Ce qui est intéressant, c'est qu'il essaye toujours voilà, d'avoir le beau rôle dans cette histoire, parce qu'en fait, il envoie ses journaux à sa famille, et donc il ne veut pas avoir l'air quand même un peu. Mais on sent quand même qu'il a une faible constitution, ce garçon. Mais il fait des efforts. Ben, c'est bien, enfin, la preuve, c'est qu'il a quand même vécu assez longtemps et qu'il a survécu, surtout. Bon, on va Oui, peut-être c'est un peu grave malheureusement quand même. Hein. s'arrêter là. Je ne sais pas.